4 professionnels. Des discussions ouvertes, une passion commune. Les intervenants immobiliers vous offrent un podcast pertinent, léger, vulgarisé, en toute humilité. Suivez-nous pour découvrir les sujets qui répondront à vos questions. Je pense que ça vient de débuter un petit peu notre podcast. Donc, aujourd'hui, encore très content d'être avec vous. Aujourd'hui, on est avec Céline Vallet, courtière hypothécaire. On est avec Mathieu Lévesque, inspecteur en bâtiment. Et on a un autre invité spécial, c'est Éric. Éric Thibodeau, oui. Éric Thibodeau. Moi aussi, je suis inspecteur en bâtiment. Je travaille avec Mathieu. Justement, on travaille ensemble pas mal, quasiment tous les jours. On fait de l'inspection ensemble, pré-achat, pré-réception, pré-vente. On fait de l'expertise aussi. Puis, je suis bien content d'être ici avec vous aujourd'hui. Écoute, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Parle-nous un petit peu de ton parcours. Pourquoi tu es inspecteur en bâtiment? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es avec nous? Oui, en fait, ça a commencé, je travaillais dans l'entretien de bâtiments. Tout ce qui est réparation, puis entretien d'un immeuble. Fait que, dans le fond, je faisais tout ce qui est charpenterie, menuiserie, électricité, plomberie. Mécanique de bâtiment, tout ce qui est climatisation, chauffage. Puis pendant la pandémie, j'ai un peu fait comme tout le monde. J'ai eu envie d'un petit vent de changement. Puis je me suis carrément écœuré de mon travail. En fait, je travaillais à Ville pour les HLM. Et en fait, ça faisait un moment que je pensais à faire de l'inspection bâtiment parce que j'aimais vraiment le côté technique de comprendre les choses. Puis pendant la pandémie, j'ai fait le grand saut. J'ai lâché mon travail, je suis retourné à l'école. J'ai fait mon cours pendant la pandémie. En sortant de la pandémie, dans le domaine de l'inspection, je pense que Mathieu l'a expliqué l'autre fois, tu fais partie d'une association, tu as des assurances. Dans l'association, tu as des examens à passer. Puis je suis tombé stagiaire, en fait, de Mathieu. Je l'ai rencontré comme ça. Puis aujourd'hui, j'étais le meilleur. Fait qu'il m'a gardé pour lui. Puis aujourd'hui, on travaille ensemble. Excellent. Donc, est-ce que vous faites les inspections ensemble ou vous avez chacun vos inspections? On fait chacun nos inspections, sauf que Mathieu, comme je disais, aime vraiment beaucoup ça m'avoir avec lui. Fait qu'il m'amène pas mal, 2 fois par semaine avec lui sur des inspections. Mais souvent, on fait de l'expertise ensemble. Fait que, mettons, une inspection de toiture. Puis moi, je suis expert en drone, lui est expert en toiture. Fait que des fois, on peut pas nécessairement aller sur des toitures qui sont trop hautes. Fait qu'on y va en drone, puis ça facilite beaucoup de choses. Puis c'est plus sécuritaire pour Mathieu que de monter sur un toit pas attaché. Puis spécifier aussi, c'est pas juste que j'ai un drone puis je me proclame expert. Là, c'est que j'ai une formation, j'ai mon certificat de pilote de drone. Mon certificat de pilote de drone, c'est ça. Je t'en dessus pour Je savais même pas qu'on pouvait avoir un certificat. Ouais, c'est que ça prend. Il y a des réglementations au niveau de où est-ce que tu peux voler. Fait que dans le fond, tout ce qui est dans les proches des aéroports, des trucs comme ça. Quand tu as ton certificat de pilote avancé, tu peux conduire plus proche des aéroports, dans les grandes villes comme ici à Montréal. Il y a beaucoup d'endroits à Montréal qu'on peut pas. Je pense qu'il y a juste Pointe-aux-Trembles qu'on peut, je crois, voler à un certain endroit dans la ville. Ah bon, parce que sinon, on pourrait pas faire du drone là, près du parc La Fontaine sur un immeuble? Non, la seule façon de le faire, c'est de demander des autorisations à Transport Canada. Puis ça prend un permis pour faire ça. Puis aussi, c'est que si tu veux, il y a des drones que, comme ici, mettons mon verre, s'ils pèsent plus que 250 grammes, ça prend un permis pour pouvoir le voler. Okay. Fait que si tu veux, c'est comme, il y a certains drones qui sont moins de 250 grammes et il ne faut pas nécessairement de permis. Mais si tu veux des drones qui sont plus avancés comme celui qu'on s'en va faire avec la thermographie. Donc, en gros, tu es en train de me dire que ton drone, tu vas pouvoir faire de la thermographie avec ton drone, c'est ça? Oui, en fait, avec le drone à Éric, pas le mien. Okay. Dans le fond, on va pouvoir prendre des prises de vue de haut avec la thermographie. Donc, on va pouvoir voir les différences de température sur un toit. Donc, un coup que le toit est sec, il ne faut pas le faire durant la pluie parce que tout va être mouillé. Donc, la température va être égale partout. Par contre, un coup que c'est sec, on va pouvoir voir les masses d'eau qui se sont accumulées sous la membrane. Ces masses-là vont prendre plus de temps à se réchauffer. Donc, vu que l'isolation en dessous va être mouillée, ça prend plus de temps à se réchauffer. Donc, si tu y vas, mettons, le matin, quand le soleil se lève à peine, la toiture commence à se réchauffer partout. Mais vu que la masse d'eau qui est dans la toiture, qui s'est infiltrée, est plus lourde, est plus dense, je veux dire. Donc, en étant plus dense, ça prend plus de temps à se réchauffer. Donc, en prenant les photos de prise de vue avec la caméra thermique, on va pouvoir justement voir les différences de température. Donc, on va pouvoir voir les signes d'infiltration d'eau. Puis, vu que c'est très, très bon pour les entrepreneurs, pour les entreprises, parce que les commerces, des fois, les toitures de commerce, ça peut coûter des millions de dollars faire la toiture. Donc, en coûtant des millions de dollars, ils préfèrent payer un inspecteur avec un drone
et des connaissances, venir voir où est-ce qu'il y a des infiltrations d'eau et de corriger ces sections-là. Donc, au lieu de refaire la toiture complète, coûte des faire en millions, partie. Ouais. ils vont juste faire quelques morceaux ici et là qui vont coûter beaucoup moins cher. D'accord, eux donc autres c'est ont de plus beaucoup en plus d'argent. populaire d'utiliser ce absolument. type de. J'ai une question pour d'outils, vous. Mettons qu'on y va sur du résidentiel. On s'en va pas sur Oui. du corpo. Là. On est sur du résidentiel. On y va avec un drone parce que ça va être plus facile pour X raisons que vous avez dit, ben écoute, on va prendre le drone pour cette façon-là. Comment que ça fonctionne si on voit qu'il y a une infiltration finalement? On n'est pas sur le toit, là. On le voit avec le drone. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, avec le drone, juste pour être clair, on peut pas prendre le drone thermographique sur une inspection résidentielle. Donc, mettons un toit à bardeau, là. On ne pourra pas prendre le drone parce qu'il y a un grenier. Donc, le grenier, on ne peut pas accumuler la chaleur, on ne peut pas accumuler les différences de température parce que l'air circule dans le grenier. Donc ça serait que sur des toits plats, mais par exemple, Ouais. tu sais, tous les plex de Montréal sont pas mal des toits plats. Oui, exactement. Eux, Là, on pourrait faire. Ouais, là, on va pas le faire. Ok. On ne pourra pas s'en servir au niveau de la thermographie, mais on s'en sert déjà pour ce qui est de... Aller voir les joints, les choses comme ça sur Ouais, le toit. ben, là. quand il y a des toitures soit qui sont trop hautes, trop à pic, tu sais, des fois on va trouver des toits qui vont être vraiment à pic, qui n'ont aucune manière de marcher dessus, mais ça va être une belle façon de pouvoir les voir. Ou comme en ce moment, il y a de la neige. C'est pas possible d'aller sur le toit parce que soit qu'il y a de la glace, soit qu'il y a beaucoup de neige. Mais d'y aller en drone, ça nous donne une coche de plus, au moins que si on pouvait pas y aller, on n'aurait pu rien voir. Au moins que le drone, ça nous permet de faire un petit tour. Là, vous êtes avec le drone à la hauteur du toit. On prend des photos, on regarde qu'est-ce qu'il y en est, mais quand vous arrivez au client, vous dites, ben écoute, ici, il y a des risques d'infiltration ou il y a eu des infiltrations. C'est quoi les étapes après? On combine ça, dans le fond, avec une inspection dans le grenier. Donc, Ok. quand c'est un toit à bardeau, on a un grenier. Vous allez prendre tout ça chez vous. Donc, on rentre dans le grenier, on pousse la trappe, puis on va aller voir à l'intérieur, voir s'il y a des dommages, voir s'il y a des infiltrations d'eau. Puis en même temps, on va pouvoir voir la ventilation, voir l'isolation. Donc, On vient va voir confirmer, quelle en fait, ce qu'on a vu avec de dehors. Là. C'est Ok. ça, exactement. Ok. Donc, il y a des risques de l'extérieur, puis ensuite, de l'intérieur, on va aller confirmer s'il y en a ou non. Excellent. Ok, Qui est, donc, qui est à faire des coupes exploratoires. Là. Si on parle d'un toit plat, c'est arrivé à quelques reprises, on fait des coupes exploratoires. Donc, on va aller ouvrir le plafond. On va aller décrire les composances de la charpente, la ventilation, l'isolation. Dans On va les aller ouvrir le plafond. expertises. Oui, dans les expertises. Oui, dans l'expertise. L'inspection pré-achat, on va prendre le drone. Eric va prendre le drone dans une pré-achat, mais par contre, on ne va pas aller faire des coupes exploratoires. Parce qu'en Ok. inspection pré-achat, si mon client n'achète pas la maison, puis on a démoli la maison avec des trous partout, les propriétaires ne sont pas contents. j'imagine. Donc, Ok. on fait aucune intrusion dans des maisons en pré-achat. Comment tu vois parce qu'on a posé la question lors d'un dernier épisode, tout le monde ensemble ici. Où est-ce qu'on se voit dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans? Donc, si on te pose la question, Eric, ça ressemble à quoi, toi, ton cheminement dans cette carrière-là? Si je me vois dans 3 ans, mettons, dans 3 ans, je suis pas mal sûr qu'on va faire pas mal du commercial. Pas mal sûr qu'on va s'enligner sur faire les expertises de toiture, autant niveau thermographique que drone, que... Je pense que juste ça va nous occuper en masse, parce que déjà là, on voit qu'il y a une bonne demande Il y a un gros marché. qui est de plus en plus forte. Ok. Juste cet été, Mathieu a été quasiment complètement sur des toitures. Il a quasiment pas fait de pré-achat cet été. Je les ai pas mal complétés en majorité. Hein. Oui, c'est ça. De là, vraiment, l'idée d'agrandir l'équipe parce que je peux pas fournir tout seul. Donc, je vais essayer de me concentrer plus dans les toitures et puis d'avoir de travailler en équipe avec des inspecteurs pré-achat. J'ai des inspecteurs comme Eric là, qui sont super compétents. De travailler avec eux autres pour fournir les prêts, pour pouvoir répondre à la demande des pré-achats. Parce que pour le moment, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai ma compagnie indépendante de Mathieu, mais je vais devenir franchise de sa compagnie, en fait. Ouais, c'est ça. On va officialiser ça bientôt. Et on va officialiser ça. Puis dans le fond, avec ma propre franchise, ce que j'aimerais faire, c'est que justement, vu que je vais être pas mal ces toitures avec Mathieu et tout, je vais avoir probablement mes propres employés qui vont s'occuper de faire mes propres pré-achats. Fait que ça serait pas mal ça mon plan pour les 3-4 prochaines années. Ouais. Parfait. Puis dans 10 ans, dans 15 ans? Dans une piscine pleine d'argent. là. Dans une piscine d'argent, peut-être sur mon boat. Ouais. Non, mais ben, comme Mathieu, j'étais un peu aussi entrepreneur. Fait que on est sur plusieurs projets. Fait que je me vois pas en plus au niveau de la gestion, je pense. Comme j'ai aussi, je peux me présenter sur d'autres aspects, j'ai aussi une gestion de chalets locatifs. Fait que dans le fond, je m'occupe de mettre la mise en marché de propriétaires de chalets pour qu'ils puissent faire de la location. Fait que dans le fond, moi, je gère tout ça. Fait que j'ai aussi ça à gérer en plus de ma compagnie d'inspection. Puis, Tu gères quoi là-dedans quand tu fais une. Ouais. Mettons, je suis un client, je veux faire louer mon chalet. Dans le fond, je fais avec toi pour pas me casser la tête. Ben en fait, je vais donner l'exemple d'un de mes clients que j'ai eu récemment. Lui, il sait voir, le chalet,
ils veulent pas le vendre, ils aimeraient ça le garder comme investissement. Puis, eux autres, ils allaient les fins de semaine, pendant l'été, ils prenaient une semaine ou deux pour y aller, puis c'était pas mal ça. Puis là, ils veulent le mettre en location. Puis, vu qu'ils se séparent, c'était comme moins compliqué de mettre ça en location, puis de splitter l'argent qu'ils vont faire avec ça. Puis, dans le fond, moi, j'arrive là, je fais la mise en marché. Fait que je vais m'occuper de prendre toutes les photos professionnelles de la place, mettre en valeur tout l'espace. Fait que, en locatif, ce qui est important de savoir, c'est que faut mettre... faut séparer les pièces en zones. Comment je fais ça? Le salon. Quand tu vas regarder un chalet pour le louer, il faut que tu t'imagines de voir le salon, que tu t'imagines déjà à l'intérieur du salon, avec ta famille, avec tes enfants, proche du foyer. Il faut que tu t'occupes de quand tu vois la salle à manger, que tu te vois déjà en train de préparer la bouffe pour tes enfants ou avec ta gang d'amis que vous voyez tout déjà là. Puis ça, c'est important quand tu fais la mise en marché de représenter chaque pièce comme ça. Fait qu'on s'occupe de faire ça. On va s'occuper de faire toutes les règles pour les personnes. Parce que, mettons, je prends la plateforme Airbnb comme exemple. Et donc, c'est du court terme. C'est de la location court terme. Oui, la location court terme, oui. Puis, en fond, si je prends l'exemple de la plateforme Airbnb, c'est super friendly user, c'est facile à utiliser, mais c'est aussi facile de se tromper et de ne pas faire la bonne chose. Fait qu'il faut, pour optimiser, puis mon rôle à moi, c'est d'optimiser toute la plateforme que je crée pour mon client pour que ça se loue le plus possible. Fait que c'est facile de mettre de quoi sur la plateforme, mais c'est facile de se tromper pour qu'il y ait... Puis s'il y a l'algorithme, faut que tu sois dans les l'afficher au bon endroit surtout, au bon moment. Puis, Mais c'est en vrai, ça fait que moi je m'occupe de faire ça. Puis aussi, dans le fond, je m'occupe de tout le booking, relation client. Je m'occupe de répondre aux messages, je m'occupe de gérer les problèmes. Comme il y a un four qui décide de plus marcher, mais moi je me retourne sur un... D'accord, donc c'est toi qui fais toute cette gestion-là. Puis là, est-ce que tu trouves qu'il y a des villes qui commencent à couper un petit peu les réglementations du court terme? Est-ce que ça, parce que nous on le voit un petit peu en Estrie, je sais pas, toi j'imagine que c'est dans les Laurentides ou la Louvière. En fait, je me prends en Mauricie, dans les Laurentides et tout. Oui, effectivement, il y a des villes qui commencent à faire ça. Je comprends le comment du pourquoi, mais je trouve ça, dans les grandes villes, je trouve ça un peu dommage, parce que selon moi, ça encourage l'industrie du tourisme, ça encourage le fait qu'il va y avoir du monde dans ta ville, c'est du monde qui va aller au restaurant, c'est du monde qui vont consommer, c'est du monde qui vont aller... Ça aide les PME, là, qui l'ont eu difficile dans les 2 dernières années. Ouais, c'est ça, vraiment. Fait que je trouve qu'il y a de couper ça. Je comprends le pourquoi qu'ils le font. Je crois pas que c'est la solution. Okay. Puis... excuse-moi. Non, vas-y. Entre 2 clients, est-ce que tu as de l'ouvrage à faire ou tu... Oui, mais en fait, à tous les jours, on a des stratégies d'optimisation pour soit optimiser les revenus, soit optimiser le fait de monter dans l'algorithme. Fait que je dévoilerai pas tous mes trucs, là, sauf qu'il y a sur la plateforme, justement, on doit faire des modifications à chaque jour pour que s'assurer que le chalet soit tout le temps dans les premiers lots. Puis justement, hier, je checkais. Puis souvent, comment ça fonctionne sur la plateforme, tu as les nouveautés qui sortent en premier. Fait que tous les nouveaux chalets sont souvent les premiers. Puis après ça, tu as tous ceux qui sont super host. Mais moi, je me trouvais, j'étais le premier après les nouveautés. Fait que dans le fond, tu avais les nouveautés, tu avais moi, puis après ça, tu avais super host. Donc c'est toi qu'il faut qu'on appelle pour toujours être dans les premiers? Ok, c'est ça. Bon à savoir. C'est des choses importantes à savoir. Puis c'est que je dis pas que j'ai la science infuse sur comment que ça fonctionne, sauf que j'ai le temps comparé à quelqu'un qui a une famille, qui a un travail, puis qui a son quotidien à gérer, de commencer à tout apprendre ça. Ça peut être complexe, puis ça peut être, t'as pas nécessairement le temps de le faire. Puis, est-ce que tu t'occupes dans le fond de la gestion? Qu'est-ce qui arrive, mettons, si un client fout le bordel? Donc, quelqu'un loue le chalet, puis il y a un bordel qui se fait. Ben, mettons, dans le fond, il y a des assurances qui existent pour ça. Mettons, des plateformes, carrément. Fait que si quelqu'un, je vais te donner l'exemple d'une porte, il brise une porte, il est tiré sur une porte, ils ont décidé de faire le party qui n'avait pas le droit. Tu peux envoyer une photo carrément de la porte je vais prendre comme exemple Airbnb, ils vont te renvoyer de l'argent pour t'acheter une nouvelle porte. Ah ouais. Puis, dans le fond, on peut mettre des mauvaises notes. Fait que ça peut donner comme exemple au prochain propriétaire qui va décider de le prendre chez eux, il va voir qu'il y a eu une mauvaise note, fait qu'il peut décider de le prendre ou de ne pas le prendre. C'est sûr, comme dans n'importe quel... dans le multilogement, c'est la même chose, tu peux pogner un mauvais locataire. Fait que ce que j'aime dans le locatif à court terme, c'est que c'est une mauvaise aventure, puis c'est fini. Okay. Fait que une mauvaise fin de semaine, tu reprends plus le client, puis tu ne le vois plus comparé, mettons, au multilogement, que t'es pogné avec un mauvais locataire pour toujours. Ouais, c'est ça. Puis, mettons, niveau, mettons, là, on parlait de locatif, l'entrepreneuriat, tout ça. Niveau mettons, pour toi, on va me tourner un petit peu. Fait que, mettons, pour toi, Guillaume, niveau des clients qui font de la location, c'est quelque chose que tu peux venir optimiser justement au niveau du budget?
Au niveau du budget, ça dépend toujours de c'est quoi les projets de la personne, mais justement, récemment, j'ai eu une cliente que c'est ça son objectif. Elle a de la liquidité, elle a de l'argent en CELI, elle a de l'argent REER, elle a de l'argent cash. Elle aimerait ça s'acheter 2-3 lots et de bâtir des chalets sur ça et d'être capable de les louer sur du court terme. Il y a beaucoup de choses qui sortent de mes compétences, justement, au niveau de l'optimisation, de la vente. C'est moins mon fort là-dedans. Mais de voir qu'est-ce qu'on peut venir faire avec ça. C'est de faire les recherches, de regarder les comparables. Où est-ce qu'on est capable d'aller chercher le plus d'argent possible. Mais souvent, je vais lancer la balle avec quelqu'un comme Eric, justement, qui va être capable de faire de l'optimisation, d'aller chercher plus d'argent. Moi, ce que je vais venir faire là-dedans, c'est de regarder au niveau des objectifs, au niveau des projets de vie, qu'est-ce qu'on fait. Et est-ce qu'on veut vraiment mettre toute la liquidité qu'on a pour faire ça, par exemple? Donc, si on prend l'exemple de la cliente en tant que telle, bien, est-ce qu'elle vient prendre 100% de sa liquidité pour venir faire ce projet-là? Si jamais il y a des choses qui feraient qu'il y aurait un délai, bien là, elle se ramasserait avec plus de liquidité dans ses poches s'il arriverait une bad luck, qu'il arriverait une perte d'emploi ou quoi que ce soit. Donc, c'est toujours de venir proposer 2-3 avenues, justement, avec un projet qui est comme ça. Fait que oui, on veut être all-in dans un projet comme ça, puis on le sait que c'est rentable. Elle a des amis, justement, qui sont capables d'aller vraiment chercher de l'optimisation avec ça, puis de vraiment rentrer dans leur argent avec ce que ça leur coûte par mois. Mais ça reste que, quelle est la meilleure stratégie? Bien, c'est toujours de s'asseoir, puis de regarder c'est quoi nos objectifs qu'on a de vie, en fait, pas juste notre objectif le mois prochain. OK. Puis, dans le fond, avec Céline, toi, avec l'hypothèque, l'hypothèque, dans le fond, est-ce que ça change de quoi? Pour les courts termes? Oui, mais quand tu vas acheter un chalet, tu ne réponds pas le taux d'intérêt. La mise de fonds est différente, puis tout ça. Alors, effectivement, déjà, il y a plusieurs petites choses à faire attention. Quand on achète un locatif, la mise de fonds est de 20%, parce qu'on ne peut pas se faire assurer ça, en tout cas au niveau du résidentiel. Puis une autre chose aussi, suivant si c'est du court terme ou du long terme, là aussi, les banques vont être plus frileuses sur le court terme. Là, on tombe dans du commercial. Souvent, ils vont vouloir que ça soit un immeuble qui soit rentable. Et puis, je ne vous le cache pas que les chalets locatifs court terme, c'est un petit peu la bête noire au niveau des hypothèques résidentielles. C'est vraiment plus dur à faire financer. C'est-tu plus facile de financer au commercial? Je n'en fais pas du tout. Ouais. Donc ça, je ne pourrais pas te répondre. Mais oui, souvent, ça va tomber. De toute façon, souvent, c'est des immeubles qu'on paye avec des taxes. C'est souvent, on les voit qui sont affichés plus taxes, donc ça tombe tout de suite dans du commercial. Mais nous, je sais que dans du résidentiel, tout ce qui est aussi les condos-hôtels, ça se finance pratiquement plus. Ça s'est financé il y a quelques années, maintenant les banques ne veulent plus. Donc, j'ai une question pour toi. Ton métier, c'est quoi la différence au niveau du commercial par rapport au résidentiel? Qu'est-ce qui fait que tu en fais, puis tu n'en fais pas, ou que tu aimerais en faire, ou que tu n'aimerais pas en faire? Alors, en fait, tous les courtiers hypothécaires peuvent faire du commercial et du résidentiel. On n'a pas, en fait, on a le double permis. Après, c'est plus au niveau des réglementations qui sont vraiment très différentes. Puis après, c'est une question d'habitude aussi de connaître ses produits. Moi, pour ma part, j'ai décidé de rester que dans du résidentiel pour être sûr de bien optimiser les produits et bien les connaître. Mais il y a des courtiers qui sont spécialisés à 100% dans le commercial parce qu'il y a plein de normes, il y a aussi plein de primes, il y a plein de choses avec la SCHL qui marchent différemment. Il y a aussi tous les immeubles. Si tu as par exemple une entrée qui te permet d'avoir des personnes à mobilité réduite, ça te fait des points. Il y a aussi tout un drôle de système pour pouvoir maximiser son logement, les hypothèques. Mais pour être honnête, c'est un domaine que je connais absolument pas, le commercial. Il y en a quelques courtiers qui le font au Québec, le commercial, puis ils sont vraiment spécialisés là-dedans. Déjà, c'est des dossiers qui sont très longs à avoir des réponses. C'est, par exemple, quand tu achètes une maison, ton courtier, généralement, en 15 jours, le dossier financier est monté. Tu as ta réponse de la banque. Dans le commercial, ça peut être plusieurs mois d'attente. Donc, c'est vraiment une autre game. Puis, c'est d'autres prêteurs. C'est pas du tout les prêteurs classiques qu'on peut avoir dans du résidentiel. Ouais, OK, c'est pas Desjardins ou BMO? Desjardins, ils en font de l'entreprise, mais c'est pas toutes les banques qui en font. Mais pour être honnête, c'est vraiment pas un créneau dans lequel... OK. Puis, je connais. Puis question comme ça, parce que là, tu as dit SCHL. Fait que dans le commercial, je ne savais pas qu'il y avait des assurances. Il y en a, oui. Il y en a. Pas qu'il y en avait. Okay. Puis c'est hyper avantageux, justement. Dans le commercial, il y en a certains... C'est quoi qu'ils font? Est-ce que tu sais? Pas du tout, mais je sais que moi, je réfère tous mes dossiers en commercial à un collègue qui fait vraiment que ça. Puis lui, ce qu'il m'expliquait, c'est que suivant le type de dossier, comment il était monté, la surface du logement, si justement on pouvait avoir... une entrée handicapée, tu venais avoir une espèce de sorte de point, ce qui te permettait d'aller chercher les meilleurs financements. OK, il y a des stratégies. Là, c'est ça, puis c'est des grosses stratégies, donc c'est vraiment...
Okay. C'est une spécialisation à part entière. Oui, on pourrait avoir un aussi jour... que tu faisais des loyers à prix moindre aussi. À prix modique, effectivement. Ouais. Okay. En fait, tu rentres après dans des programmes spéciaux où tu peux te faire justement financer par la SCHL si tu es justement une espèce de HLM social, en logements sociaux, effectivement. Okay. Mais je pense qu'il faut que le pourcentage de ton immeuble soit... un certain nombre soit... Okay. Ah, ça serait cool de genre dire ça. Okay. Mais on pourrait avoir un intervenant qui fasse vraiment du commercial. Puis toi, Guillaume, des clients commerciaux, t'en fais-tu? T'en as-tu de ça? Client commercial, j'en fais, mais est-ce qu'on parle de l'immobilier ou on parle de business? Les deux. Les deux. En fait, là, c'est sûr que l'immobilier, c'est plus là je m'enlignais, mais c'est vrai, des clients commerciaux qui sont non immobiliers aussi. Là. Ben, en fait, mon rôle en tant que conseiller en sécurité financière, de faire de la planif, de donner des recommandations, des stratégies, un petit peu au niveau fiscal, des produits. Qu'est-ce qui est intéressant? Ben, au niveau corpo, c'est souvent quand on achète, par exemple, donc on prend un multilogement. Okay? Mais on achète un multilogement puis on est plusieurs actionnaires à l'intérieur de cette entreprise-là, que ce soit une entreprise à numéro ou que ce soit une incorporation qui décide d'aller acheter cet immeuble-là. Ben, qu'est-ce qu'on veut en cas de décès? S'il arrive quelque chose, ben, est-ce qu'on a une convention est-ce qu'on a une convention de rachat en cas de décès, convention entre actionnaires? Ben, advenant le décès d'un de nos collègues, si la liquidité, si son argent, si l'immeuble et ses actifs s'en vont à sa femme, est-ce qu'on veut vraiment gérer l'immeuble avec la femme de notre collègue? Parce la réponse... Quand ils sont lancés en affaires, c'est avec lui, pas avec sa femme nécessairement. Exactement. Ça pourrait être les enfants aussi. Fait que ça devient très complexe. Donc, habituellement, quand on a une convention qui est notariée, puis que tout est bien clair, bien, moi, de mon côté, au niveau des recommandations, mais ça va être de venir proposer des produits en assurance vie, en invalidité, en maladie grave, qui permettent que s'il arrive quelque chose, qu'on vient de perdre un actionnaire, qu'on vient de perdre un gestionnaire, qu'on vient de perdre un gars à la production, qu'on vient de perdre... quelqu'un qui utilise ses bras parce que, tu sais, il pourrait avoir un actionnaire qui fait de la gestion. Il pourrait en avoir un qui vient faire les travaux sur l'immeuble. Mais s'il y a un cancer et il ne peut pas faire les travaux pendant 3 ans, c'est quoi l'impact monétaire? Donc, moi, c'est surtout là que je vais venir jouer au niveau de ma spécialité en tant que conseiller. C'est vraiment de proposer les bons produits. Et qui va payer, en fait? Ça va être la compagnie de gestion? Ça va être la compagnie opérante? Souvent, c'est la compagnie de gestion qu'on veut qui ait les produits c'est vraiment un must. C'est vraiment un must. C'est un must. Une compagnie, tout peut foirer si on n'a pas ça. Là. Puis il y en a des compagnies, en fait, qui en ont pas. Ils savent qu'ils en ont besoin, mais les gens, souvent, c'est une gestion de risque. On le voit au personnel. Puis c'est un must au personnel aussi, dépendamment de ce qu'on veut en cas de décès dans notre vie. Mais au corpo, c'est très important de venir gérer ces impacts-là parce qu'on n'a pas de boule de cristal, tu sais. Pas parce qu'on se met en affaire avec des gens de 20 ans que les gens de 20 ans vont mourir à 80. Là, on n'a pas de boule de cristal. Il y a une chose qu'on sait dans la vie, c'est qu'on décède. On ne le sait pas quand, par contre. Donc, si on se met en affaire, ben, c'est une bonne façon de venir se protéger. Donc, au niveau du corpo, c'est une chose. Puis, au niveau des investissements, ben, souvent, quand on est dans un domaine comme celui-ci, on veut souvent avoir le plus de liquidité à l'intérieur de l'immeuble. On veut avoir le plus de liquidité à l'intérieur de l'immeuble parce que souvent, on va venir vouloir réinvestir. Donc, on veut que ces compagnies-là aient de la liquidité pour être capable de réinvestir pour faire d'autres achats. Quand on a, par exemple, 2-3 actionnaires qui veulent, eux, développer puis acheter plusieurs portes dans le futur, bien, c'est sûr qu'on ne fera pas des investissements incroyables à l'intérieur de ça, dans du non-enregistré dans les immeubles parce que, ben, si on met des stratégies en place pour dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce qu'on veut réellement ça? Ou est-ce qu'on veut vraiment avoir cet argent-là qui ne soit pas volatile puis d'être capable de l'avoir liquide? Souvent, les investisseurs immobiliers veulent avoir de l'argent liquide. Il existe des produits qui peuvent être très intéressants au niveau des assurances-vie. On a les produits participatifs qui permettent de mettre de l'argent à l'intérieur d'une police d'assurance qui nous permettent de garder, si on veut, notre cash flow. C'est que le cash flow, c'est très important quand on est investisseur immobilier puis d'avoir une protection qui nous permet de venir protéger l'entreprise, et d'avoir de la liquidité, d'accès à cette liquidité-là en très peu de temps. Ça, tu peux la décaisser, cette liquidité, quand tu veux? Avec des collatérales. Tu peux-tu développer là-dessus? Ça m'intéresse quand même ce que tu viens de dire. Bon, on pourrait développer vraiment longtemps sur ce type de produit-là, mais oui, quand tu parles de cash flow, là, justement. Ben, le cash flow, pour un investisseur immobilier... Je sais que c'est important, mais sur ce que tu viens de parler. À l'intérieur de la police d'assurance. Souvent, les investisseurs immobiliers que je rencontre veulent pas dépenser parce qu'ils veulent avoir justement, ils veulent garder leur cash flow. Écoute, moi, c'est ça qui rentre par mois.
je veux que ça qui rentre par mois reste dans ces comptes-là parce que j'ai besoin d'accès à mon argent si jamais il y a une opportunité d'acheter un replex ou des choses comme ça. Donc, garder le cash flow pour ces personnes-là, souvent, c'est très, très, très important. Puis c'est comme sur le top, c'est le nerf de la guerre parce qu'on veut être accessible à une opportunité. Puis c'est le top d'une priorité. Fait que les stratégies qui existent, qu'on peut venir mettre en place, c'est qu'avec ce type de produit-là d'assurance vie, on vient protéger les actionnaires, on vient protéger l'entreprise. L'avantage aussi, c'est au niveau fiscal. Quand il y a un décès, OK, on peut rentrer de l'argent à l'intérieur du CDC, qui est le compte de dividendes en capital, qui est comme un compte fictif. OK? Puisque comment que ça fonctionne, en fait, c'est que le compte de dividendes en capital, quand on vient payer des assurances vie à l'intérieur de l'entreprise, il y a des crédits qui sont faits. Donc, dépendamment de comment on gère la police d'assurance, on est capable d'avoir un CDC qui grandit avec le coût de base rajusté de la police d'assurance. Donc, on fera une capsule qui est plus précise sur ce sujet-là, mais l'idée, en fait, là, c'est qu'on soit capable d'avoir un montant qui est libre d'impôt au décès. Donc, si par exemple, dans la police d'assurance vie, c'est 1 million, puis c'est l'entreprise qui paye, bien, le 1 million rentre dans les coffres de l'entreprise et rentre dans le compte de CDC, le compte de dividendes en capital, et on est capable de se sortir souvent presque 100% de ce montant-là libre d'impôt. Donc, la succession, ce que ça vient faire, en fait, c'est que l'argent s'en va aux actionnaires pour racheter les parts de la personne il n'y a pas de risque de faillite. C'est parfait. Exactement. Donc, ça, c'est très avantageux au niveau fiscal. Ouais. Et ce que ça a fait également, c'est qu'à court terme, il y a différents produits. Chez IA Groupe Financier, là, il y a IA Part Valeur qui vient faire ça. C'est que la valeur de rachat, elle augmente très rapidement. Donc, ça nous permet, à l'intérieur de 2, 3, 4 ans, d'être capable de garder notre cash flow. C'est que la valeur de rachat, OK, qu'on accumule à l'intérieur de la police est presque égale à ce qu'on vient investir. Donc, si par exemple, notre police nous coûte 20 000 par année, OK, on vient mettre 20 000 à l'intérieur à chaque année, bien, la valeur de rachat, elle est presque égale à 20 000. Et à l'intérieur de 5 ans à 10 ans, on est rendu qu'on la dépasse. Donc, ce que ça vient faire, c'est que quand on vient voir une institution financière puis qu'on veut utiliser ça en collatéral, on a 90% qu'on est capable d'aller chercher. Donc, on arrive, on break-even avec notre cash flow à l'intérieur de 10 ans. On a fait un investissement. Cette police-là a réussi à faire un rendement à l'abri de l'impôt et on a été capable de garder notre cash flow. Donc, s'il arrive une opportunité, ben on vient soit couper la police, qui n'est souvent pas la meilleure stratégie, on peut aller chercher une collatérale et justement faire notre achat. Aller acheter notre 8plex, notre 10plex qu'on veut aller acheter. Mais par contre, il est lié à notre premier bloc, c'est ça? On parle de collatéral quand même. Ben, si on fait une collatérale, il va être lié en fait sur la compagnie de gestion qui va détenir la police d'assurance vie. Donc, on s'en va voir une banque, puis on dit à la banque, écoute, moi j'ai une valeur de rachat. On met ça en garantie. On met ça en garantie. Fait que les taux d'intérêt vont être reliés en fait à la police, à la valeur de rachat à l'intérieur de la police. Donc, c'est pour ça souvent que les collatérales, les institutions vont dire 90% du montant de la valeur de rachat parce qu'on a toujours 10% qui va continuer à faire une valeur, qui va continuer à croître avec les participations de l'assureur et on va payer les intérêts seulement au décès. Donc, on a l'avantage d'avoir de la liquidité de notre vivant et on a la liquidité de notre mort et on est capable de faire du rendement à l'abri de l'impôt à cause du CDC et de ce type de produit-là. Donc, pour le corpo, là, ça a été long comme explication, mais pour le corpo, c'est très intéressant comme type de produit, mais ça dépend toujours, encore là, si on revient au cash flow, à la liquidité qu'on a. C'est sûr que là, je vous ai parlé de 20 000 par année. On s'entend que si on a 25 000 de liquidité, c'est peut-être pas la meilleure stratégie ou c'est la bonne stratégie, mais à moindre coût. OK, oui. Wow, c'est comme beaucoup. C'était beaucoup d'informations. C'était beaucoup à rentrer. C'était super intéressant. Voici un podcast. Il y a tellement de choses comme ça à faire au niveau fiscal. Déjà, d'être à l'abri de l'impôt, ça, c'est quand même juste dingue, là. C'est une stratégie à développer en tant que... Tu optimises chaque dollar. Ce qui est le fun au corpo, c'est que je le sais où ce que mes limites arrêtent. En tant que conseiller en sécurité financière, je le sais où mes limites arrêtent. Si j'ai besoin d'un fiscaliste, je vais aller engager un fiscaliste. J'ai besoin d'un comptable pour avoir une seconde opinion avec un client, je vais engager un comptable. L'idée, c'est d'avoir la meilleure stratégie à la scène près pour le client. Donc, le produit, c'est une chose. La stratégie, c'est ce qui est le plus important. Ce qui amène un plus-value, en fait, au niveau des recommandations, c'est ça. C'est est-ce que tu vas mettre tout en place pour? Parce que, je vais vous le dire, je vais être franc avec vous, là, quand je rencontre des gens qui sont propriétaires d'entreprise, ils peuvent avoir le meilleur fiscaliste avec eux, ils peuvent avoir le meilleur avocat
corpo, ils peuvent avoir le meilleur comptable. S'ils ne se parlent pas, je vais arriver dans le dossier et je vais trouver des bobos et je vais améliorer des choses. C'est ça. Et j'ai réussi plusieurs dossiers qu'on voit. Tu ouvres les livres, là, tu te dis, mon Dieu, mais il y a des gens qui ne se parlent pas. Ils peuvent avoir le meilleur fiscaliste, la meilleure stratégie, mais il n'y a pas eu le conseiller ou le planificateur qui a proposé les produits qui vont avec ce que le fiscaliste a dit. On a le comptable qui sort une stratégie, mais on n'a pas une stratégie qui est reliée avec la retraite. Ben, il y a une grosse différence entre avoir les meilleurs individus puis avoir la meilleure équipe. C'est deux choses complètement différentes. Oui, puis moi, je peux le dire, hein, dans des dossiers, je vois tellement des erreurs parce qu'effectivement, ils ont oublié de conseiller leur fiscaliste ou de poser des questions. Et effectivement, des fois, c'est dramatique pendant les héritages. Quand il y a des passations d'immeubles, des fois, ils sont surpris chez le notaire de voir que finalement, il y aura des gros frais. Donc, effectivement, ça vaut vraiment le coup d'avoir les bons professionnels et on a besoin, surtout dans nos domaines, là, d'avoir un deuxième avis. Question pour toi, Céline. Les taux d'intérêt en ce moment ont grimpé. Oui. Ça ressemble à quoi au niveau des prêts? Est-ce que ça vient affecter le montant que les gens peuvent emprunter? Alors, là, on parle plus résidentiel. Là, mais... Oui, on va parler résidentiel. J'imagine que tu veux me parler du taux variable, du taux directeur qui a sauté il y a quelques jours. Donc oui, il a encore augmenté. Donc là, ce qui va se passer, les gens qui sont sur des paiements, les gens qui avaient pris des taux fixes, eux, il n'y aura pas de conséquences. Quand on prend un taux fixe avec une banque, on sait qu'on s'engage pour une certaine durée de notre terme. Par contre, quand on a pris un taux variable... Question pour toi pour le taux fixe, vu que tu viens d'en parler. Je savais qu'on allait dans le taux variable. Si tu prends un taux fixe, puis que là, tu arrives à l'échéance là. Donc, tu étais à quelque chose autour de 2%, j'imagine, avant, autour il y a 5 ans. Puis là, on tombe, ça rentre à combien? À peu près, là. On est à peu près entre... On a certains produits qui sont à 4,99, 4,89 et on va monter à 5, 5,5, un petit peu plus haut. Qu'est-ce qui arrive si tu ne te qualifies pas? Alors, en fait... Ça doit arriver, là. En fait, les banques, elles ne nous requalifient pas forcément quand vous êtes dans une institution. Si vous avez continué à bien payer pendant les 5 ans, ils vont vous proposer le taux actuel sans réévaluer votre dossier. C'est seulement si vous voulez changer d'institution que là, votre dossier va être réévalué. Okay. Normalement, c'est ça la vraie règle. Voilà. Maintenant, si on parle maintenant du taux variable, donc là, les gens qui avaient un taux variable, avec le changement du taux de la Banque du Canada, oui, il va y avoir une variation de leur paiement. Il y a différents types de taux variables. Il y a des gens qui ont pris un taux variable qui va fluctuer avec la Banque du Canada, donc ça peut aller jusqu'à 8 fois par année, soit en montant, soit en descendant, soit en restant flat, comme ce qu'on a vu pendant la Covid, à un moment qu'on n'avait plus rien qui se passait. La Banque du Canada avait décidé de garder son taux directeur vraiment très bas. Donc les gens comme ça qui suivent le taux, eux, ils n'ont pas le choix. Chaque mois, leur institution va leur dire ce mois-ci, ça a augmenté, donc on augmente vos paiements. Eux, il n'y a pas de problème. Dans leur paiement, leur amortissement va rester comme à l'initiale. Par contre, pour les gens qui avaient pris un taux variable fixé, donc par exemple des gens qui avaient pris un taux variable l'année dernière à 2%, qui avaient décidé de payer 2,5%, ils se sont engagés à payer 2,5% tout le temps. Mais là, on est rendu à plus de 5% et quelques. Excuse-moi, donc le taux variable est à 2%. Ils ont décidé de payer 2,5 pour prendre de l'avance? Voilà, pour prendre de l'avance. Mais là, on vient de la perdre, l'avance, parce qu'on a bien dépassé notre 2,5. Donc là, ces gens-là, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, ils ne payent que de l'intérêt. Au lieu de payer capital et intérêt, leur paiement ne couvre que l'intérêt. Et je ne vous le cache pas que depuis cette augmentation, et même la dernière, il y a certaines personnes qui ne payent même plus assez d'intérêt. Donc, il y a certaines banques qui ont déjà appelé leurs clients pour leur demander d'augmenter les paiements. Mais il y a certaines banques qui ont décidé qu'ils ne demanderaient rien du tout parce qu'ils ne peuvent pas demander à la moitié de la population d'augmenter les paiements. Il y en a qui ne seraient pas dans la capacité de le faire. Donc, ce qui va passer, c'est que tout l'intérêt qu'ils ne payent pas en ce moment va être capitalisé sur leur hypothèque. Donc, si je comprends bien, exemple, on va dire que tu as une hypothèque de 300 000. Oui. Et puis, on va dire 400 000, peu importe. Puis que là, tu as payé, mettons, tu as payé exactement les intérêts. Donc, tu n'as pas de surplus, tu n'as pas de... Donc, ça veut dire que dans 2 ans... Dans 5 ans ou dans 2 ans, tu auras toujours 300 000 ou 400 000 à payer comme à l'initiale. Et il y aura peut-être même des surprises de certains clients. Au lieu d'être 400 000, ça sera peut-être 410 000, 415 000. Si l'intérêt qu'ils ont payé par mois ne couvrait pas suffisamment l'intérêt demandé par les banques. Donc moi, ce que je peux dire en ce moment, tous les gens qui sont sur des taux variables, vérifiez auprès de vos institutions et de vos banques si vous pouvez augmenter un petit peu vos paiements sans que ça vous mette le couteau sous la gorge. Le but, c'est pas de faire de faillite. Et les banques, c'est pas ce qu'elles veulent non plus. Là, elles veulent pas se ramasser avec un bassin de maison
à vendre. Donc là, ce qu'ils veulent, c'est déjà, on sait que les taux vont finir, tout ce qui grimpe très vite redescend très vite. Normalement, hein, souvent c'est la règle. On sait qu'on va avoir une période un peu plus stable, mais on devrait quand même avoir aussi une période de baisse. Donc ça va sûrement rééquilibrer. Ça, le rendu aussi, il n'y a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir. Malheureusement. La banque aussi, ils veulent pas non plus que tu fasses faillite, ils veulent te garder comme client aussi. Leur but, effectivement, oui, puis de toute façon, puis les banques, il ne faut pas les voir comme des ennemis. Ça, souvent, moi, ce que je dis à mes clients, là, quand ils ont des défauts de paiement, en premier, appelez votre banque. Quand vous savez, parce qu'on le sait, quand on ne va plus être capable de payer son hypothèque, appelez votre banque, trouvez une entente avec eux. Les banques, ils n'ont pas envie de vous envoyer un avis 60 jours. Là. Ils n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas vous mettre dehors. C'est juste de prendre les devants avec votre banque, trouver une solution. Est-ce qu'on peut re-signer et réallonger notre amortissement pour baisser un petit peu nos paiements? Il y aura des solutions. Puis là, dans les prochaines années, si les taux ne baissent pas, ce qu'on n'espère pas, on espère qu'ils vont quand même avoir une baisse, mais on va avoir des solutions qui vont être proposées. Pour le moment, on ne nous a pas encore annoncé que les amortissements grandiraient. Mais en Europe, ça se fait déjà. On a déjà des amortissements à 40 ans en Europe. Ben ici, on n'avait pas. Là, maintenant, c'est 30 ans. 30 ans si on n'est pas avec la SCHL. Avec la SCHL, on est quand même sur 25 ans. Ça, c'est la règle du moment. Ils auront peut-être une flexibilité. Si dans 4 ans ou dans 3 ans, on voit que la plupart des gens sont plus capables, est-ce qu'il y aura une flexibilité? Peut-être, mais pour le moment... Si tu fais affaire avec la SCHL, il faut mettre pour, mettons, résidentiel, une maison de 300 000, on va prendre l'exemple. Tu dois mettre 5%, mais là, si tu ne mets pas avec la CHL, il faut que tu mettes un 20%. C'est 20%. Et là, tu pourrais aller à 30 ans d'amortissement. Okay. Effectivement. Mais souvent, les taux sont un petit peu plus hauts. Ouais. Puis, dans le fond, faites-là, pour en revenir aussi du taux d'intérêt, parce que là, j'ai une autre question là-dessus. Les gens qui ont leur paiement ne couvre même pas les taux d'intérêt. Ça veut dire qu'encore une fois, je prends l'exemple de 300 000. Dans 2 ans ou 5 ans, ou peu importe, ils n'ont pas payé tous les intérêts. Donc, ça veut dire que ça se peut que quand j'ai la fin de mon terme, mon 300 000 devienne un 320 000 d'hypothèque. Effectivement. Là, ça va faire... Effectivement, là, ça va faire mal parce que leurs paiements hypothécaires vont être beaucoup plus élevés que ce qu'ils ont actuellement. Puis là, ils n'auront pas le choix de trouver une solution. Donc, soit ils vont reprendre un amortissement de 25 ans. Pour ceux qui venaient de signer il y a 5 ans, 25 ans, ils vont se ramasser. C'est comme s'ils avaient rien du tout capitalisé dans leur maison. C'est comme s'ils avaient été en logement pendant ces 5 ans-là. C'est ça. Ils veulent louer leur maison. Wow, ils ont loué leur propre maison qu'ils ont achetée. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est juste de quand même vérifier l'état de vos finances, puis ceux qui sont en taux variable, au moins d'augmenter un petit peu plus les paiements chaque mois. Est-ce que tu reçois beaucoup d'appels à ce niveau-là? Moi, j'avais anticipé. J'ai appelé moi-même mes clients au tout début des augmentations pour les prévenir et j'avais pas beaucoup vendu de taux variables les 3 dernières années, donc je suis très contente de ça. Okay. Parce que quand on a des taux fixes en dessous de 2,5, ben oui, la question... T'es en train de me dire que t'es compétente à ta job? Oui, j'ai ça. C'est pour ça qu'elle est ici, Mathieu. Mais personne n'a de boule de cristal, mais moi, mettons, de l'extérieur, avec la pandémie, tout ça, c'était quand même quelque chose qu'on pouvait prévoir que ça allait s'en venir, ça. C'est ceux qui ont vendu du variable. Je ne suis pas dans le domaine, là, mais c'est quand même de quoi anticiper que ça allait arriver un jour. Effectivement, on le savait, mais moi, pour être honnête, puis je vais en parler pour moi, j'ai différents produits hypothécaires. J'en ai certains qui sont en variable et j'en ai certains qui sont en fixe. Mais ceux que j'ai pris il y a 3 ou 4 ans, ils sont tous en variable parce qu'à l'époque, les taux étaient quand même plus hauts. Et on sait que le variable sur le long terme, quand on regarde par exemple les graphiques de la Banque du Canada, si on remonte sur les 20 dernières années, le variable a toujours été plus avantageux. Là, de toute façon, ce qu'on vit en ce moment, c'est une première. On n'a jamais vécu ça. Que ça monte aussi vite, que ça change aussi vite. Mais moi, effectivement, les derniers produits que j'ai pris dans les 2 ans, pour moi personnellement, je les ai pris en fixe. Parce que même si je payais 2%, je me dis, tiens, c'est bien 2%. De toute façon, c'est très bas. Là. 2%, c'est ridicule. C'est sous l'inflation. Là. Ouais, c'est vraiment bas. Là. J'ai une question pour toi, Céline. J'ai-tu une question pour toi, Céline? Attends. Je m'en allais quelque part avec les amortissements tantôt, le taux variable que tu me disais fixé. Est-ce que c'est ce produit-là qui fait que l'amortissement va juste grossir si tu ne couvres pas l'intérêt et le capital? Oui. C'est que là, la banque va dire tu me dois sur 32, 33, 34, c'est 35. Ça. Puis ça, il y a plusieurs banques qui le font en ce moment, d'avoir du variable fixé, donc tu sais, Desjardins, TD, CIBC. Et là, moi, j'ai des clients, quand je leur ai fait un suivi pour leur taux, ils me disaient, on aura le temps de voir. Je leur disais, allez ouvrir votre petit compte de banque et dites-moi à combien est rendu votre amortissement. 36, 56. 56. J'avais un client, il m'a dit, là, je suis rendu à 56 ans. Il m'a dit, je comprends ce que tu viens de m'expliquer, je vais payer un petit peu plus. Puis à un moment, on arrive... Tu sais, un espèce de... Ils appellent ça le taux critique. Donc, c'est le moment où le taux
dit qu'en fait, tu n'as plus du tout de capital que tu payes par mois. Et quand on dépasse ce taux critique-là, on a intérêt d'augmenter nos paiements quand même. Ben oui, au moins justement pour aller amortir. Parce que pour couvrir au moins l'intérêt. Parce que tu vas mettre l'intérêt en hypothèque, là, tu vas payer de l'intérêt sur l'intérêt. Ouais. J'ai une autre question pour toi. Là, ça va être de la spéculation par contre. On n'a pas de boule de cristal, mais... C'est important de le dire. Oui, non, je le répète souvent ça. Mais on n'a pas de boule de cristal. Est-ce que tu crois, par exemple, qu'il y a une ligne, une limite dans les prochains mois ou les prochaines années, que là, tu vas pouvoir dire au client, je peux vous recommander le variable, voici pourquoi? Ou est-ce qu'on va être très longtemps sur le fixe? En fait, moi, je te dirais que le variable et le fixe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend toujours, c'est un petit peu comme toi dans tes placements. C'est ça, du profil du client. Il y a des clients, là, on avait beau leur dire, prenez du fixe parce qu'il est vraiment très bas. Non, ils étaient vendus variable, ils ont toujours pris du variable. Puis souvent, les gens qui prennent du variable, c'est quand même des gens qui sont confortables. Les gens qui vont prendre du fixe, et surtout les premiers acheteurs, souvent, on va aller plus vers un fixe, les premières maisons. On ne sait pas trop comment est-ce que ça va s'aligner nos paiements. Mais je te dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend toujours du niveau de confort du client. Moi, j'ai des clients qui sont super confortables. Là, que leur variable est en train de grimper, ils m'ont dit oui, mais toutes les économies qu'on a fait pendant 20 ans, bah là, on en repère un petit peu, mais ça va revenir. Et de toute façon, c'est comme là. Ouais. Regarde pour toi dans les placements. 2021, on a eu des placements qui ont explosé. Là, on est en train de perdre nos rendements. Mais si on mettait une ligne d'équilibre, on aurait une moyenne qui serait quand même assez bonne entre ce qu'on a perdu en 2022 et ce qu'on a gagné en 2021. C'est exactement la même chose que si on fait une ligne avec le variable sur les 50 dernières années, puis on fait une ligne avec le fixe. C'est exactement comme si on prendrait un profil modéré, prudent modéré, pour le fixe, et qu'on prendrait un profil croissance audacieux de notre côté au niveau des investissements pour le variable. Plus haut que ça monte, plus bas ça peut aller. Descendre. Donc, oui. on a cette volatilité-là et il y a le risque qui est associé, mais qui dit risque dit rendement. Donc, quelqu'un qui va partir en date d'aujourd'hui au même point que l'autre personne et qui, lui, il se rend dans 30 ans, il se rend à sa retraite, tu le sais qu'il va avoir plus d'argent dans ses poches. Ce qui peut impacter, c'est quand il va y avoir une crise comme celle-ci, est-ce que tu as les reins assez solides et est-ce que tu as le profil d'investisseur qui correspond à ce que tu veux? Mais je trouve ça super intéressant qu'est-ce que tu me dis parce que j'ai des questions des clients qui me posent la même question probablement que toi tu as. C'est que Céline, quand on va avoir arrêté les augmentations de taux, quand on va le savoir que les augmentations de taux, mathématiquement, probablement que la meilleure chose serait d'aller dans le variable. Ben oui, parce qu'il va redescendre à un moment. On le sait qu'il va redescendre. Mais là encore, là, je le dis avec un petit guillemet, la fameuse boule de cristal, c'est toujours un aspect géopolitique. Qu'est-ce qui se passe sur la planète? Là, on a eu un petit toujours revenir, c'est ça. En fait, il y a beaucoup... En fait, le problème, c'est qu'avec... On est toujours proche d'une guerre aussi. Ouais, puis avec la mondialisation, c'est pas juste le Canada. Tu sais, si c'était juste le Canada, il y aurait des choses très différentes. Malheureusement, tous les pays sont plus ou moins liés... par nos façons de travailler, le commerce et tout ça. Donc, c'est un gros impact et ça peut aller vraiment vite sur les taux. La question que j'ai, qui ressemble un petit peu à ce que je viens de te poser pour les taux, moi, j'ai cette question-là, mais au niveau des rendements. C'est quand on va voir les marchés commencer à augmenter, ça vaut-tu plus la peine d'aller vers un profil qui est plus audacieux, plus en action? Probablement que la réponse mathématique est oui, fortement. Mais est-ce que ça te correspond à ton profil? Si la réponse est non, on n'a rien. Le taux de risque de chacun est vraiment différent. C'est jusqu'à où tu es prêt à aller à tout perdre ou soit à tout gagner. Oui, puis je pense que ça dépend de ta vision à long terme. Tu sais, je pense qu'à chaque fois qu'on rencontre des clients, c'est quelle est votre vision sur du long terme et puis comment ils se sentent. Moi, j'ai des clients qui se sont obstinés pour du variable il y a 2 ans. Et ben, au mois de mars, ça a commencé à monter. La cliente m'a commencé à m'appeler. Elle m'a rappelé après le mois d'avril. Et là, j'ai dit, on rachète, on va fixer ton hypothèque. Elle m'a dit non, ça va aller. Je lui ai dit non, on le savait dès le départ que ça allait pas t'aller. T'as pas voulu aller sur du fixe parce que t'as voulu suivre les conseils d'une amie. Ça, c'est toujours quelque chose qui vient un peu nous. Hein. Et elle avait pas du tout un profil pour du variable. Et là, elle m'a rappelé il y a 6 mois, elle m'a dit on a tellement bien fait de fixer. Je lui ai dit oui. On aurait dû le faire dès le premier jour, mais souvent d'écouter papa, maman, cousin, cousine. C'est fou comment que la famille et les amis, ça a plus d'impact que le professionnel qui connaît sa job. Hein. Ouais, et ça, c'est dommage parce que... Nous autres aussi, dans notre domaine, c'est ça. Des fois, le père, il sait tout, puis... Mais je pense qu'on l'a tous, puis on pourrait demander aussi à Joanie, parce que là, Joanie, aujourd'hui, notre courtier immobilier n'est pas là, mais ce qui est dérangeant dans nos domaines,
c'est souvent le frère, l'ami, la copine qui vient d'acheter, qui vient d'investir, qui vient de faire inspecter, puis qui sait mieux que nous. Ouais. Ils ont acheté 2 maisons dans leur vie, puis c'est tout. Mais tu sais, Joanie, elle en fait 3 par semaine. C'est parce qu'en même temps, connais plus son travail. Il peut y avoir des situations où quelqu'un aurait un meilleur conseil à donner qu'un professionnel pour plusieurs raisons. Ouais. De l'expérience personnelle, le fait qu'il connaît des variantes, peut-être des choses non dites aux professionnels. Parce que c'est une chose, ce qui est important dans notre métier, en tout cas dans le mien, je vais parler pour moi, c'est quand on pose des questions aux clients, mais il y a souvent des réponses qui restent dans une zone grise. Le client, des fois, ne veut pas s'ouvrir à 100%. Fait que oui, peut-être que le frère, le père, va donner des meilleurs conseils parce que le père et le frère connaissent les inquiétudes, connaissent l'anxiété de la personne, connaissent sa tolérance au risque, connaissent ci, connaissent ça, connaissent la situation, connaissent les antécédents. Si nous, on donne 10% des informations professionnelles, oui, effectivement, ça se peut que le professionnel, il s'en aille ailleurs. Puis moi, ce que je suis en train de tourner ma carrière à ce niveau-là, c'est vraiment de mettre ça carte sur table avec les personnes quand je les rencontre. C'est que c'est beau que tu me répondes à moitié, mais mes recommandations, si tu les veux à 100%, tu peux pas me répondre à moitié. Faut que tu sois honnête avec moi. Il faut que tu sois honnête à 100% et il faut que tu comprennes où est-ce que moi je veux m'en aller en tant que conseiller. Moi, vendre un produit, proposer des choses qui sont basées sur le prix, ça m'intéresse pas. Fait que si je propose une stratégie qui est intéressante puis que tu veux aller valider avec différentes personnes, est-ce que c'est la bonne chose que ce qu'ils viennent me proposer? Bien, souvent, la confiance n'est pas là, elle n'est pas réciproque. Fait que ça, c'est quelque chose à mettre vraiment au clair, de mettre noir sur blanc. Où est-ce qu'on s'en va? Ça t'arrive-tu souvent de devoir déconstruire des fausses croyances? Des fausses croyances ou des trucs que de la Chaque famille jour. on dit, ouais, c'est ça. Chaque Est-ce jour. que des fois, tu proposes un produit, ils reviennent, finalement, tu es obligé de réexpliquer et de déconstruire? Ouais. Chaque jour, mais pour vrai, chaque jour. J'exagère même pas. Ça vient-tu gosse, hein? Non? Je rencontre environ 2 nouvelles personnes à chaque jour. Je rencontre 4-5 clients à chaque jour. Je fais environ une 20aine de rencontres par semaine. J'ai toujours des fausses croyances à venir démystifier. Puis ce que j'aime beaucoup du podcast, c'est qu'on peut venir faire ça. As-tu des exemples de fausses croyances? On en a plein. On en a même en commune. Oui. Pour oui. 3 podcasts de long. Ben écoute, la première, assurance vie, on prend juste des temporaires 10 ans, c'est ce qui est le moins cher. Vrai. C'est tout ce qui est le moins cher sur 25 ans. Faux. Fait que tu sais, c'est de voir quel est ton objectif. Qu'est-ce que tu veux venir faire avec ça? Les assurances permanentes, c'est bon rien, ça coûte trop cher. Deuxième fausse croyance. Ben, la réponse est qu'est-ce que toi tu veux en cas de décès? Ben, moi, je veux couvrir mes frais funéraires. Parfait. Là, en ce moment, tu as un collectif au travail. Oui, je travaille, je suis dans le système de la santé, j'ai un bon collectif. On me paye 1 an de salaire si jamais je décède. Parfait. Donc, je dis, là, si tu as une assurance sur ta maison, tu couvres tes dettes, tu couvres tes objectifs, puis tu as même ton collectif qui vient couvrir tes frais funéraires. Il me dit, tu veux, j'ai pas besoin de permanent. Je dis, parfait. Quand tu vas prendre ta retraite, à 58 qu'on veut prendre la retraite, il dit oui, 58-60 ans. Parfait. Donc, à 58-60 ans, quand on va venir prendre notre retraite, qu'est-ce qu'on fait avec la partie permanente? Je dis, parce que là, moi, la recommandation que je te donnais au niveau de temporaire, c'est quand on va avoir fini de payer la maison puis que les enfants vont avoir quitté, on n'en a plus de besoin de temporaire. On n'aura plus de dette. On n'en a plus de besoin de temporaire. Mais là, on n'aura plus d'assurance vie. Là, il me dit, oui, mais je vais avoir des placements. C'est bon, on n'en a pas de boule de cristal. On revient avec la boule de cristal. Les placements, c'est beau. Mais si tu décèdes à 99 ans, qu'est-ce qui va arriver avec tes placements? L'objectif, c'est que tu sois capable de vivre. Puis moi, c'est quelque chose que je veux mettre en place en tant que conseiller. Quand on monte un budget, je veux pas que les gens se sentent à la gorge. Je leur pose même la question, t'es-tu à l'aise, rendu à 85 ans, si t'es encore en forme, de manger juste du craft dinner puis des toasts parce qu'il te restera plus d'argent, puis de vivre seulement avec les rentes? Non, c'est pas ça que je veux. Bon, parfait. Il faut venir couvrir les impondérables. C'est important. Puis les gens, ça, c'est un mythe qui couvre pas, c'est les impondérables. On ressort la boule de cristal. Les impondérables, on n'a aucune idée. Tu sais pas si tu vas être malade, tu sais pas quand est-ce que tu meurs, tu sais pas si tu vas être en invalidité, tu sais pas si tu vas te blesser, tu sais pas si tu vas garder ta job, tu sais pas si un de tes enfants va mourir, tu sais pas si un de tes enfants va tomber malade. Tu ne sais rien par rapport à ça. C'est des impondérables. C'est ce qui fait que la vie est la vie. C'est ce qui fait en sorte que aujourd'hui, on trouve qu'il fait beau, mais peut-être que demain, ça va être laid. Peut-être que hier, c'était laid, mais aujourd'hui, c'est beau. C'est ce qui fait la beauté. Hein, ce que tu viens de dire. C'est c'est comme ça. C'est Ben, à chaque fois. Qu'est-ce que ça comme ça? Ouais. Aussi, admettons une permanente, une assurance permanente, si tu as 20 ans, 25 ans,
Elle coûte beaucoup moins cher que c'était 40-45 ans. Ben, c'est là que je m'en allais avec ça, c'est que là, si on en a vraiment besoin d'une assurance, puis qu'on décide à 99, ben, si on prend une temporaire qui nous amène jusqu'à 80, ben, elle ne meurt pas à 82 jours. L'assureur ne payera pas. Tu sais, c'est une autre chose aussi. Ouais, mais là, les chances que je meure avant 80 sont quand même élevées. Oui, mais tu as un impondérable de dire, ben, si je meurs après ça, puis rendu là, ben, si finalement à 58 ans, 60 ans, on réalise qu'on a besoin d'une assurance parce qu'on n'en a plus au travail, on n'a plus de temporaire, ben là, l'assurance à 60 ans, si tu survis jusqu'à 99, ben là, on va le faire le calcul. De 60 ans qu'on prend notre permanente jusqu'à 99, on fait des paiements à chaque mois. Qu'est-ce que ça va nous coûter versus si on la prend aujourd'hui et on meurt à 99? Et là, il y a une économie d'argent. Donc, c'est pour ça que ça dépend toujours du budget. Ça dépend toujours de nos objectifs de vie. C'est pour ça qu'on ne peut jamais faire des recommandations qui sont génériques aux clients. Tu ne peux pas faire des recommandations que son cousin a eues ou que le voisin de droite a eues parce que c'est propre à chacun. Les objectifs sont propres à chacun. Des mythes, là, on en a tellement au niveau des investissements. On peut en parler pendant une demi-heure. Je pourrais vraiment prendre le podcast au complet juste pour parler des investissements. Le papa, il est très prudent. Tous ses placements sont en CPG. Ils sont tous en placement garanti puis dans l'immobilier. Fait que c'est sûr que tu présentes des stratégies à la personne. Dans un CELI, on va venir vendre la maison, on va venir acheter l'autre, on va prendre la liquidité, on va aller maximiser le CELI, puis on va faire du rendement à l'abri de l'impôt parce que tu as un profil croissance. On va pouvoir aller chercher en haut de 5 %. On va combattre l'inflation, puis tu vas avoir plus de liquidité, tu vas faire tes rénovations que tu veux venir faire, tu vas avoir plus d'argent dans tes poches, puis tu vas venir bonifier ta retraite avec ton fonds de pension. Ouais, non, mon père m'a dit que c'était pas bon. Fait que ça, c'est des mythes qu'on doit venir démystifier tout le temps. Ça, c'est le même profil de personne souvent que le père, il a voté PQ toute sa vie, il va voter PQ lui avec. Oui, ben c'est ça. C'est qu'on vient pas rationaliser les choses, c'est qu'on vient y aller avec une habitude X. Oui, puis des vieilles mentalités, je pense qu'on parle sûrement du même dossier. Moi, ce même dossier-là, il fallait pratiquement mettre 100% de mise de fonds pour pas avoir de dette. C'est-tu le dossier que je pense? Peut-être. Mais c'est fou. Que toi aussi, vous en avez des fausses croyances comme ça? Je m'avais demandé les mythes en bâtiment. Ben, ça arrive. Des fausses croyances. Moi, quand je fais une inspection, je prends toujours pour acquis mon client connaît rien. Que ça soit un qui travaille chez... Mais tu sais, si on l'entend souvent, quel bâtiment neuf, il va avoir moins de problèmes. Ouais, ça, oui, ça. Parle-nous-en. Le bâtiment neuf, c'est pas que les bâtiments neufs ont pas de problème. Peu le temps de crocher. Ils n'ont pas le temps de crocher. C'est ça mais encore. il va crocher. Ils vont crocher, Ta job en tant qu'inspecteur dans un bâtiment neuf, c'est de dire, écoute, là, il n'y a pas de problème là, l'infiltration d'eau n'est pas là. Mais ton risque est élevé. Et toi, tu es capable de voir sur une maison construite vraiment neuve, les gens sont encore pas rentrés dedans, tu es capable de voir? Pas à 100%, parce que malheureusement, on ne fait pas de suivi de construction. Donc, je ne vois pas en arrière des murs. Ah, d'accord. Mais ouais, c'est souvent là que j'aimerais voir. Moi, quand je fais l'inspection d'une maison, puis que la maison n'est pas finie, ça arrive souvent, que le revêtement extérieur n'est pas fini, là. Puis que là, exemple, le gyps s'est pas encore posé dans la maison partout. Après réception. Après réception, pour une maison neuve, c'est là que je me dis, yes, je vais voir tout en arrière. Ça arrive des fois, j'ai pris des photos que là, je marchais dans la rue, puis là, il y avait comme 8 maisons en train de se construire. Les 8 sont pas finies. Et tu prends des photos? Ben, je regarde les maisons. Je regarde les maisons parce que je me dis, si j'arrive chez mon client, c'est le même constructeur qui l'a fait. Donc, s'il a fait une erreur, c'est des chances qu'il ait fait ailleurs. Ça ne veut pas dire l'ensemble qu'il a fait, mais je vais me recommander à mon client de vérifier avec l'entrepreneur. Mais là, je fais les maisons. Puis là, je me dis, oh merde, le défaut, il se répète à chaque maison. J'arrive à la maison de mon client, je vois que le revêtement n'est pas fait non plus. Je fais yes, je vais pouvoir le voir. Tu vas pouvoir dire, tu vas pouvoir prévenir. Tu pourrais vendre tes expertises à des constructeurs puis dire, écoute, je pense que ça va te faire sauver tant d'argent. Écoute, j'ai eu un constructeur une fois. Ouais, c'est ça. Parce que ça, ils n'aiment pas trop les constructeurs, leur dire ça, ils n'aiment pas. Hein. Malheureusement, on est détesté par les entrepreneurs. Amène ton avocat, on va se parler. Ben, c'est parce que c'est plate, parce que c'est... C'est pas juste faire dire que son travail est mal fait. Oui, c'est ça, je peux comprendre. C'est normal, c'est comme la nature, c'est la nature humaine, sauf que si ton travail, c'est de construire une maison neuve puis bien fait, ça devrait pas te déranger de te faire dire une recommandation, tu sais. Ouais, ben tu vois, quand le fond, il est là. T'sais. J'ai eu un entrepreneur, je nommerai pas son nom, parce que je vais pas nommer le nom de personne, mais c'est mes parents qui avaient acheté une maison. Et puis l'entrepreneur, quand je suis allé sur place, il était pas vraiment content que je sois là. J'ai fait le tour de la maison, il est venu nous rejoindre à la fin, j'ai expliqué 2-3 trucs, il était pas de bonne humeur.
Et par la suite, il a finalement parlé à mon père, puis il a dit, écoute, ton gars est venu faire l'inspection, merci beaucoup. Il dit, finalement, là, il dit, je suis vraiment content qu'il est venu. Il a pu pointer des choses que j'ai pas vues. Puis il a demandé, un exemple, la toiture. Il avait demandé à l'entrepreneur, il a dit, les 12 maisons que tu m'as construites depuis 3 ans, tu as fait le même défaut là-dessus, tu t'en vas les corriger, je ne veux pas de problème. C'est la première fois que je vois un entrepreneur faire ça. C'est bien. Fait que le couvreur, il était en Chapeau. maudit, il était vraiment pas de bonheur. Oui, il était vraiment pas de bonne humeur, le couvreur, mais il était retourné sur les autres maisons, il est allé tout faire ça. Bah, c'est surtout que le contracteur qui avait... Je veux dire, lui, ça va lui éviter d'avoir peut-être des problématiques si toutes ces maisons-là se vendent dans les prochaines années. C'est ça, ma garantie Maisonneuve qui va... Il en veut pas de problème. C'est bon pour sa réputation aussi de faire ça, parce que... Ça veut dire que ses valeurs sont plus importantes que son portefeuille. Ça, c'est quand même... C'est rare. C'est rare, mais c'est bien. Bah, c'est parce que c'est tellement plus payant aussi à long terme sur ta carrière. C'est parce que des compagnies de construction qui ferment puis qui rouvrent sur un autre nom parce que cause de ça. Parce que tu l'as taché. Techniquement, si tu gardes un bon nom puis que ton travail est bien fait, je veux dire, tes clients vont te référer puis à un moment donné, je veux dire, tu vas juste avoir du travail bien fait puis c'est bon sur ton portefeuille. Puis, moi, j'ai une question pour Éric et pour Mathieu. Par exemple, quelqu'un qui construirait une maison, vous conseilleriez de faire une inspection combien de fois durant la construction ou vers quelles étapes il faudrait que ça soit fait? Écoute, on se regarde, je vais commencer. Limite complète, si jamais tu as quelque chose. Dans le fond, idéalement, une inspection d'une maison devrait se faire au courant de la construction. Donc, il devrait y avoir 5, 6, 7 inspections au courant de la maison. Donc, un coup, les fondations sont coulées, que la structure est faite, on vient vérifier tout ça. On vient vérifier l'isolation, la plomberie, l'électricité. Avant de fermer les murs, on fait tout. Puis après ça, on ferme les murs, puis on vérifie la fin. C'est ça qu'on devrait faire. En Ontario, c'est fait comme ça, les maisons, c'est 5 obligatoire. 5 à 7 inspections, c'est ça? Oui, je me souviens bien, en Ontario, c'est 5 inspections. Passer pendant la construction pour voir que, justement, son exemple de regarder avant que les murs soient fermés, comment que c'est fait, puis de regarder après que ça soit fermé, de quoi ça a l'air. Fait que c'est vraiment de passer durant toute la période de construction à différents moments pour voir l'évolution, puis de voir comment c'est fait au fil du temps. OK. Puis est-ce que vous offrez ce type de forfait-là? Ça se fait en Ontario, mais est-ce qu'au Québec, est-ce que... je l'offre le service, mais c'est très, très rare que les gens veulent faire ça. Les gens n'ont pas le réflexe de vouloir le faire. C'est parce qu'ils font aussi vendre la GCA. Oui, ça, la garantie de construction résidentielle. Mais en Ontario, c'est que au lieu de faire ça comme que nous on fait ici, qu'on a une garantie qui vient couvrir à la fin, puis qu'on n'a rien suivi tout le long, incluant la GCR qui ne suit pas les chantiers tout le long. Ils sont supposés. Ils sont supposés, mais ils sont 30 au Québec, je pense. Oui, ils sont 30 inspecteurs. Pour inspecter combien de maisons qui se construisent. Oui, c'est impossible, des milliers de maisons. Là. Fait que en Ontario, par contre, si mettons tu veux construire, un coup, par exemple, tu as fait ton isolation, la ville envoie un inspecteur et tu ne peux pas fermer tes murs tant que tu n'as pas l'approbation de l'inspecteur. C'est bon, ça. C'est obligatoire, il y en a quasiment plus de problème. Et puis, est-ce qu'ils ont moins de problématiques après parce que du coup, les inspecteurs, ils ont moins de problématiques au pré-achat, toutes ces choses-là, je veux dire, ils doivent avoir quand même... oui, ben, la qualité de la maison neuve qui se bâtit est grandement supérieure à ici à cause de ça. Parce que l'entrepreneur ne peut pas fermer les murs, donc... Et puis, il le sait déjà d'avance qu'il va être inspecté. Ça arrive des fois que l'inspecteur passe puis il dit « Oh, ton pare-vapeur ici, il manque d'isolation là, c'est ça. » Puis là, ben, il doit repayer une inspection de la ville dans, mettons, une semaine après, le temps de faire les correctifs. Pour vérifier. Puis est-ce que tu penses que ici, ça vaut le coup, par exemple, si on construit une maison neuve, de dire à notre contracteur « Et je vais venir faire un inspecteur ». Est-ce que ça pourrait lui faire un peu peur? Ils sont souvent pas de bonne humeur. Le réflexe, la réponse que j'entends souvent, c'est « Tu vas gaspiller ton argent. » Ah ouais? Oui, je me lance souvent dire ça en prière. Ils vont jamais avouer qu'ils ont tort non plus. C'est souvent la majorité. C'est pour la majorité. C'est pas la première fois que j'entends ça. Je sais pas si je vais me faire lancer des roches pour cette réplique-là, mais Ontario versus Québec, je pense qu'ils sont beaucoup plus sur la prévention que nous. Oui. Je sais pas si c'est... mon Dieu, je sais pas d'où ça vient, mais tu sais, on parle même au niveau de la santé. Eux, de leur côté, ils font beaucoup de prévention, se lavent beaucoup plus les mains que nous. Ils mettent de l'avant ça. Ils veulent pas avoir d'éclosion. Ils veulent pas avoir de problèmes dans le futur. Donc, ils mettent des choses en place avant. Oui, tu augmentes tes coûts, mais sur le long terme, c'est clair qu'eux ont réussi à avoir une économie d'argent. Donc, je sais pas d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est... Ici, on décide de patcher à dernière minute quand ça va mal. Puis c'est le même dans tous les métiers, tous les... Pourquoi? Les systèmes possibles, autant en construction qu'en santé. Pourquoi on fait ça? C'est oui, à court terme, on vient sauver des coûts, puis c'est comme si on lançait la balle. Ça, c'est notre côté latino à toujours vouloir peut-être pas suivre les règles. je sais pas. C'est sûrement ça date d'il y a des siècles, probablement, mais j'ai l'impression, à chaque fois que j'entends quelque chose sur ils font ça en Ontario, ils sont tout le temps comme
Ah ouais, ils dépensent des millions avant d'en avoir besoin pour sauver des milliards. Je pense qu'on a peur de changer quelque chose. On a beaucoup de mentalité de on est bien dans nos affaires, pourquoi faire différent? Ben, tu sais, au niveau de la construction, je ne sais pas pourquoi on agit différemment. Surtout quand tu vois que le voisin il fait quelque chose, ça marche. Ouais, puis c'est pas loin non plus. Tu devrais. Faut pas toujours nécessairement suivre ce que le voisin fait. Là. Puis moi, certains cas, il faut. L'histoire de l'inspection là en Ontario, donc c'est la ville, c'est les inspecteurs de chaque ville ont leur propre inspecteur pour les constructions. Oui, je pense que c'est des employés de la ville ou des entrepreneurs. Et puis ça, c'est payé par le client. C'est le client qui paye ça ou ça fait partie du package de permis de construire? Non, ça fait partie de la construction. C'est la ville qui s'occupe de ça. Parce que là aussi, on a quand même des inspecteurs qui passent au moment des fondations dans certaines villes, pour vérifier vraiment qu'on respecte le plan du permis qui a été délivré. Il y a quand même... mais eux, ils viennent pas peut-être vérifier la qualité. Non, du tout. Ils vont juste vérifier est-ce que tu es sûr que tu n'as pas fait 10 pieds plus grand que tu aurais dû sur les plans. Okay. Ils vont juste vérifier Ils ne vérifient pas la conformité, la qualité. Souvent, même les banques tu le vois souvent, avec les banques vont demander une évaluation de la maison. Donc, c'est juste une évaluation. C'est ça. C'est le prix de la maison. C'est ça, le prix de la maison, mais c'est parce que je peux prendre l'exemple que j'ai vu chez moi. Moi, dans mon vide sanitaire, une vieille maison, j'ai une poutre que je dois changer. Elle est endommagée, la maison c'est pas affaissée, mais il faut que je la remplace, il faut que je fasse des correctifs. L'évaluation de la ville, quand il est passé, j'y ai montré, parce que dans ma tête à moi, il fallait qu'elle voie pour dire, écoute, il y a peut-être un problème structurel. Il a dû rigoler. Il a regardé, il a dit, je m'en fous, il a dit, je suis pas là pour ça. Tu veux que je te dise quelque chose? Vas-y, finis, mais après... En fait, c'est ça, je suis pas là pour ça, il dit, t'attaques au chaud, t'as 60 gallons, good. Ben moi, je vais te dire que pendant la Covid, j'avais des évaluateurs. Les clients, je leur dis, attention, l'évaluateur va passer tel jour. Ils m'ont dit, ouais, il est passé. Il s'est garé devant la voiture, il a baissé sa fenêtre, il a pris une photo, il est reparti. C'est à peu près ça. Parce que ça, il a regardé comment les fenêtres, c'est telle année, ça va être changé en telle année. Et puis, il se fie après ça aux maisons voisines, à peu près combien ça vaut, puis il fait une moyenne de tout ça. Je comprends le but de la banque de vouloir faire ça, de se protéger. Mais tant qu'à moi, la banque se protégerait beaucoup plus avec une inspection pré-achat. Si tu aurais l'état de la maison, quand même que ton revêtement il est en... Certaines banques les demandent. Hein. Nous, on a certaines banques, oui. Quand c'est ça s'en vient de plus en plus. Ils se protègent beaucoup plus. Puis le fait que la déclaration du vendeur, elle a changé. Là, dernièrement, c'est des nouvelles avec un petit peu plus de points. Oui. Nous, on a certaines banques. Les banques virtuelles, souvent, sont un petit peu plus piquées sur la déclaration du vendeur. Là, j'en ai une dernièrement. Ils avaient oublié de cocher une des cases qui ne concernait pas du tout la bâtisse, vu qu'elle n'avait pas ce type d'installation. J'ai dû refaire la déclaration du vendeur parce qu'il manquait une coche sur... je pense que la première fois qu'on a travaillé ensemble, Céline, c'était ça justement. C'était la banque qui demandait à ta cliente... Oui, il fallait qu'il y ait une inspection. Parce que la plupart des banques, quand c'est des vieilles maisons ou c'est des maisons où on voit qu'il y a une problématique qui a été déclarée sur la déclaration du vendeur, certaines banques, puis c'est normal, hein, c'est quand même... Ils veulent se protéger de l'investissement. Ouais. Effectivement. Puis, est-ce que tu en as vu plus durant la COVID? Est-ce que à cause des augmentations plus des d'inspections? Oui, plus d'inspections, si on veut forcer, entre les guillemets, là, de la banque? Non, pas forcément. Par contre, des évaluations qui étaient évaluées plus basses, bien sûr, que les prix que les clients ont achetés, parce que, en fait, puis là, ça va se corriger. Le temps que le registre foncier enregistre tous les nouveaux prix des maisons, après, c'est là-dessus qu'ils vont venir baser un petit peu. Ils ont quand même... Puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Exemple, si, mettons, tu achètes la maison, tu as un achat accepté à 500 000, là, tu me regardes avec la souris, c'est ça, tu sais où je m'en vais. Tu as 500 000, la banque passe avec l'évaluation, mais il dit non, ça vaut 420 000. Et bien, c'est le client qui va devoir rajouter le 80 000 de sa poche. En fait, la banque, c'est soit suivant ce que tu avais annoncé, est-ce que tu vas avec la SCHL à 5%, 10 ou 15%, ou est-ce que tu mets ton 20%? Puis suivant ce qui manque par rapport à la valeur de la maison, tout ce que la valeur ne ressort pas, ils vont te le demander en mise de fonds. Donc ça, nous, on le sait. Hein. Okay. Moi, je travaille beaucoup dans la région de Drummondville et Victoriaville. Et là, j'ai eu quelques maisons où, effectivement, les évaluations, on le savait qu'elles allaient sortir beaucoup plus basses que ce qui était noté. Tu sais, quand c'est des maisons de campagne au fin fond d'un rang où il n'y a pas de comparatif, l'évaluateur, lui aussi, il essaye de trouver des comparables, mais il n'y en a pas toujours. Donc, souvent, là, les valeurs sont un peu à la baisse. Donc, on prévient le client et un plan B pour une petite mise de fonds additionnelle ou des fois aussi pour les terrains. Là, on a vu les prix des terrains flamber. Oui. Et un terrain, ça reste un terrain. Et les banques, il y en a déjà très peu qui les financent. Et souvent, il fallait que la valeur... souvent, le client devait rajouter un peu d'argent. Sinon, est-ce que c'est une bonne option d'aller en prêteur B? Alors, les prêteurs B, ils font pas toujours déjà des terrains. Les prêteurs B, ils font... Déjà, le prêteur B, ce qu'il faut savoir, il reste principalement dans les grandes villes. Donc là, avec la Covid, ils ont un petit peu élargi leur centre urbain. Donc, on a Montréal, on a Québec. Il y en a certains qui ont rajouté Sherbrooke. Il y en a certains qui ont rajouté Granby,
Bromont, certaines villes comme ça où on sait que ça se vend vraiment bien, mais les prêteurs B, ils veulent prendre aucune chance. Ils minimisent le risque un petit peu plus que la banque. Complètement, puis ils demandent 25% de mise de fonds. Wow. Donc déjà, c'est beaucoup plus haut déjà en mise de fonds. En demandant 25% de taux d'intérêt, là, à peu près des points. Alors, ils sont toujours 2 à 3% plus hauts que les banques traditionnelles. Et là encore, il y a une petite variation. Des fois, étonnamment, il y a des prêteurs B, ils ont quand même des taux qui sont quand même vraiment bien. Par exemple, pour les travailleurs autonomes. Travailleurs autonomes, on sait qu'il nous faut 2 années d'avis de cotisation. Et des fois, on les a pas. On a fait qu'une année et demie, mais ils vont prendre les 6 derniers mois. Non, des fois, ils vont même prendre ce que vous avez rentré dans votre compte les 6 derniers mois et faire x2 pour faire une année. Et ils vous demandent 25% de mise de fonds. Donc, c'est quand même une belle alternative. Des fois, c'est une bonne option, justement, pour... ça, mettons, ça fonctionne pas avec la banque, mais le prêteur... Puis le prêteur B, là, question comme ça, est-ce que c'est-tu un monsieur, madame, tout le monde qui est prêteur B ou est-ce que c'est des entreprises? Non, c'est des... Alors, pour ma part, je ne travaille qu'avec des institutions qui sont reconnues ou qui sont accréditées quand même. C'est pas... C'est accrédité par moi, je vais... Moi, je sais qu'avec Hypothéca, moi, je vais avec les prêteurs B que Hypothéca me recommande. Je sors pas de là-dessus. Okay. Déjà, ça me protège. Puis c'est quand même des grandes institutions, tu sais. C'est pas n'importe quoi. Banque Équitable, tout ça, non, c'est quand même des très grandes banques quand même. C'est pas. Mais après, il y en a. Après, c'est plus des prêteurs C, ceux qu'on connaît moins, tu sais, qui sont plus. Prêteurs C, mais ça c'est prêteurs privés. Ah, okay, alors que les prêteurs B, tu sais, ça reste quand même encore un peu. Par exemple, il y a la Laurentienne, quand on a une aussi un prêteur B, donc pour des clients qui rentrent un petit peu moins dans le moule, qui ont des codes de crédit un peu moins bonnes. Comme tu dis au privé, c'est plus là on va vers des incorporations qui décident de prêter de l'argent. Ça va être souvent des gros investisseurs qui ont beaucoup d'argent, puis là les taux sont beaucoup plus hauts. Là par contre on va dépasser les 10-12%. Comme moi et Mathieu, là, on est plein, fait qu'on passe de l'argent à tout le monde. C'est ça, ouais. Donc c'est vraiment c'est 3 classes de banques différentes. On a les prêteurs A, les grandes institutions, les prêteurs B qui sont entre les deux, puis les prêteurs privés. Cool. J'ai une question pour toi, Céline. Cette année, avec les rendements qu'on a vus diminuer, les gens ont quand même acheté des maisons. Comment tu as vu, toi, les mises de fonds? Parce que sûrement qu'il y a des gens qui étaient comme « moi, au 1er janvier, j'ai tant en REER. » Puis là, au mois de novembre, décembre, oui. Ils ont tant en REER. Ouais. Quel a été l'impact sur les mises de fonds? Moi, ça n'a pas beaucoup impacté dans ma clientèle, pour être honnête, parce que la plupart, c'était pas que du placement. Et puis, de toute façon, on le savait que ça avait un petit peu baissé, mais c'était pas suffisamment, c'était pas des si grosses sommes que ça pour que ça impacte. Oui, ils ont peut-être perdu 3, 4, 5, 6 000 $, mais c'est rare que les gens, ils achètent avec 100% de leur liquidité. Donc, il y avait quand même encore la possibilité d'aller prendre dans le compte courant, ou sinon, on allait compléter avec le don d'un parent. Tu sais, des fois, c'est juste une question de quelques milliers de dollars qu'on va emprunter à un parent. Puis... Ça dérangera pas la banque, parce que tu sais, des fois, les dons, les banques vont être un peu plus piquées, peuvent vu que c'est pas une mise de fonds qui a été économisée. Oui, mais c'est accepté, en fait. La plupart des banques vont accepter. Même la SCHL accepte le don, mais il faut que le don reste d'une famille immédiate. Donc, un enfant ou un parent ou un grand-parent. Puis il faut que, pareil, idéalement, pas 100% de ta mise de fonds vient d'un don. Mais oui, c'est accepté par les banques. Ça pour bantir ce que Guillaume disait. Pendant la pandémie, justement, il y a du monde qui ont eu une précale qui a été acceptée, mettons, pour, on va dire, 400 000. Mettons, pendant la pandémie, puis là, vu que les taux d'intérêt ont monté, est-ce que, justement, vu que ça a été long chercher des maisons, probablement, j'imagine que là, avec le temps, ils sont fait précales, mais là, finalement, ils ne peuvent plus emprunter à ce... T'as raison, en fait, le pouvoir d'achat des gens a diminué un petit peu maintenant, parce que les taux, en fait, il y a 1 an et demi en arrière, on qualifiait à 5,25. Donc ça, c'était vraiment le taux sur lequel on qualifiait le dossier, donc beaucoup plus haut que le taux qui était affiché, alors que maintenant, on doit, vu que les taux sont à 5 et quelques, on doit préqualifier le dossier 7, sur du 7. Ah, ouais. Donc les gens ont perdu un petit peu du pouvoir d'achat, mais étant donné qu'on a moins de surenchères, et ben souvent les gens, on les préqualifie à 450 parce qu'ils regardaient des maisons de 400. Alors que là, maintenant, vu qu'il y a un petit peu moins de surenchères, ben, ils vont qualifier maintenant pour 400 000, mais ils vont pouvoir acheter leur maison à 400 000. Donc, tu sais, c'est un petit impact, mais moi, dans ma clientèle, heureusement, ça n'a pas trop affecté mes clients. Je voudrais remercier tout le monde. C'était un beau podcast. C'était vraiment une belle on est rendu proche de la fin. Ouais. Pas mal à la fin, je te dirais. Okay. Merci à tous. Oui, c'était vraiment cool. Bel échange encore, puis on voit que... On en apprend tous les jours. Ah oui, absolument. C'est vraiment le fun.
Ça m'a fait plaisir d'être là. Ouais, Avec vous. vraiment content Merci, de ça, Eric. là. Ouais, Merci, Eric. Bonne journée tout le monde. Salut. Merci. Bye.